Dans les profondeurs du système carcéral texan, un homme a enfreint les règles strictes et a fait passer les gardiens, autrefois terrifiants, pour des gamins. Un homme intelligent et génial qui a réussi à s'évader de prison non pas une fois, ni 2 fois, mais 4 fois de suite, en moins de 5 ans, ce qui est stupéfiant. Chaque évasion était plus compliquée et plus brillante que la précédente, mais la dernière, en particulier, était sur le point de transcender toutes les limites et de faire passer toute l'histoire à un niveau supérieur. Elle était si extraordinaire que certains auraient pu penser qu'il s'agissait du scénario d'un film déjanté. Aujourd'hui, notre histoire allie intelligence, planification et suspense. Notre histoire commence au début des années 90 avec un homme nommé Stephen G. Russell. À l'époque, Stephen n'avait pas de casier judiciaire et travaillait comme comptable dans une entreprise, menant une vie paisible sans aucun problème. Cependant, la vie de Stephen a pris un tournant dramatique lorsque son directeur l'a injustement licencié. Cet incident l'a mis en colère et l'a déçu, d'autant plus qu'il s'était consacré à son travail et y avait passé la majeure partie de son temps. Après cet incident, la perspective de Stephen sur la vie a complètement changé. D'un individu pacifique et respectueux de la loi, il est devenu une personne pleine de colère et de haine. L'amertume qu'il ressentait à l'égard du système a allumé un feu en lui, le poussant vers une voie qui changerait à jamais son destin. Connu pour son intelligence des relations humaines et des situations sociales, Stephen a décidé d'utiliser cette intelligence pour devenir un fraudeur. Son parcours a commencé par des opérations de fraude, à petite échelle, visant des compagnies d'assurance. Il mettait en scène des accidents, dont certains pouvaient être potentiellement dangereux, afin d'encaisser l'argent des assurances. Cependant, en 1992, l'une de ces opérations frauduleuses a été révélée, et il a été retrouvé et appréhendé par les autorités. Après son arrestation, il a été condamné à 6 mois de prison pour l'escroquerie découverte. Mais Stephen n'avait pas l'intention de purger la totalité de sa peine en prison. Il a immédiatement commencé à élaborer un plan d'évasion qu'il a mis à exécution 1 mois seulement après son entrée en prison. Pendant ce mois, Stephen a observé de près les gardiens et les travailleurs, étudiant leur routine et leurs mouvements dans la prison. Il a découvert une méthode simple pour tromper les gardiens et sortir de la prison. Étienne a remarqué qu'il y avait des travailleurs qui entraient occasionnellement dans la prison pour effectuer certaines tâches. Et quand ils sortaient, ils allaient simplement à la salle des gardes, frappaient à la vitre, et les gardes leur ouvraient la porte, ce qui leur permettait de sortir facilement. Ces travailleurs se distinguaient par le fait qu'ils portaient des vêtements civils et non des vêtements de prison, et qu'ils avaient des radios portatives. Stephen a compris que ces travailleurs n'étaient pas des employés permanents de la prison, mais plutôt des personnes qui venaient périodiquement effectuer leurs tâches, puis repartaient. Il a donc passé un accord avec quelqu'un pour qu'il lui fasse passer clandestinement des vêtements civils et une radio portative. Avec ces objets, Stephen se fondait dans la masse des travailleurs, faisant semblant d'inspecter certaines choses dans la prison, tout en parlant à la radio. Au bout d'un certain temps, Stephen s'est approché de la salle des gardes et leur a fait un signe discret derrière la vitre, leur demandant de le laisser sortir. Les gardiens ouvrent alors la porte de la prison et Stephen en sort, redevenu un homme libre. Après cette évasion audacieuse, il adopte une nouvelle identité et trouve refuge. Stephen s'installe dans l'État de Floride, où il reste fugitif pendant 2 ans, de 1992 à 1994. Mais le destin, avec ses rebondissements imprévisibles, avait d'autres projets pour Stephen. Au cours d'un cas audacieux impliquant la falsification de chèques d'assurance, sa chance a tourné. Acculé par des enquêteurs implacables, il est à nouveau capturé. Et lorsque la vérité a éclaté, révélant son statut de prisonnier évadé, Stephen s'est retrouvé au cœur de la tempête judiciaire. Il est renvoyé à Houston, au Texas.
Déterminé à sortir du cycle sans fin des évasions et des captures, il a pris une décision qui a changé sa vie. Cette fois, il décide de purger sa peine en prison, d'autant plus que la durée restante est inférieure à 1 an. Cependant, après avoir purgé sa peine et à sa libération, il a pris un emploi d'humble employé d'épicerie. Mais cela ne pouvait pas étancher sa soif de quelque chose de plus important. Il veut s'approprier une vie de luxe et de fortune. Avec une détermination sans faille, il s'est engagé dans une nouvelle voie, laissant derrière lui un monde de fraude à petite échelle. Stephen s'est lancé dans un projet plus ambitieux qui lui promettait une richesse et une sécurité immenses. Il aspire à orchestrer une grande opération frauduleuse qui lui assurera une liberté financière indéfinie. Peu de temps après, l'occasion parfaite se présente. Une annonce dans le journal a attiré son attention. Il avait la chance d'occuper un poste clé de directeur financier dans l'une des plus prestigieuses compagnies d'assurance maladie d'Amérique. Le problème, c'est qu'il n'a ni diplôme ni expérience professionnelle dans ce domaine. Mais cela ne l'arrêtera pas. La première chose qu'il a faite a été de forger sa biographie, en l'embellissant de diplômes impressionnants, de qualifications et même d'expériences antérieures au sein de diverses compagnies d'assurance. Et ce n'était que la première étape. Ensuite, Stephen a su qu'il devait se familiariser avec le côté intellectuel du médecin. Il a donc acheté des journaux financiers, comme le Wall Street Journal, et plusieurs livres sur la gestion financière. Stephen est doté d'une intelligence vive et d'une capacité de compréhension exceptionnelle. Il a rapidement assimilé les informations et tous les détails nécessaires, et il s'est familiarisé avec le langage et la terminologie du domaine financier. Lorsqu'il s'est présenté à l'entretien, tout s'est bien passé. Ses qualifications impressionnantes et son éloquence les ont convaincus sans peine qu'il était le candidat idéal pour le poste. À la fin de l'entretien, ils ont demandé avec impatience les noms et numéros des entreprises avec lesquelles il avait déjà travaillé pour s'enquérir de son travail et de ses performances. Stephen leur a volontiers fourni 3 références, qui étaient toutes des numéros reliés à un service de transfert d'appel. Lorsque quelqu'un appelait ces numéros, l'appel était redirigé vers Stephen, qui répondait lui-même. Stephen répondait habilement à chaque appel, adoptant différents personnages pour correspondre aux identités fabriquées de ses prétendues références. Sa voix se transformait sans effort, prenant différents tons, accents et même personnalités. À chaque conversation, il tissait une tapisserie d'accolades et d'éloges, renforçant encore l'illusion de sa réputation impeccable. Les personnes qui appelaient sans méfiance n'avaient aucune raison de douter de l'authenticité de leurs interactions. Ils étaient loin de se douter qu'ils n'étaient que des pions dans le jeu complexe de tromperie de Stephen. En écoutant avec impatience les louanges qui lui étaient adressées, les membres de l'entreprise ont, sans le savoir, scellé leur destin. Stephen, l'opportuniste rusé, avait réussi à se frayer un chemin jusqu'à une position de pouvoir et d'influence au sein de l'entreprise, préparant ainsi le terrain pour la réalisation de son grand plan. Malheureusement pour lui, un geste stupide l'a démasqué. Il a commis l'erreur de refinancer sa maison pour obtenir un taux d'intérêt plus bas. L'employé de la banque a remarqué les importantes sommes d'argent qui circulaient sur son compte et s'est demandé où cette personne se procurait de telles sommes. En retrouvant la trace de l'argent, il est remonté jusqu'à la compagnie d'assurance maladie dans laquelle Stephen travaille. Lorsque la nouvelle est parvenue au PDG de l'entreprise, accompagné des cadres supérieurs, ils ont fouillé dans leurs dossiers financiers et découvert les activités et transferts suspects orchestrés par Stephen au sein de l'entreprise. Au fur et à mesure de l'enquête, l'obscure vérité s'est rapidement révélée. Ils ont rapidement su qu'il s'agissait d'un ancien criminel encore en liberté conditionnelle. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, atteignant en un instant les oreilles du bureau du procureur. Mais avant que le chaos ne les engloutisse tous, Stephen a senti le danger imminent. Sans hésiter, il tente de s'enfuir. Il a réussi à retirer environ 40 000 $ à plusieurs guichets automatiques avant que ses comptes ne soient gelés. Cependant, Stephen,
poussé par le désespoir, a osé faire un geste téméraire. Il pensait avoir l'occasion de se réfugier chez lui pour récupérer certains de ses biens de valeur. Il ne se doutait pas que la police avait une longueur d'avance et qu'elle avait surveillé sa résidence, attendant patiemment son retour. Alors qu'il s'approchait de sa porte, surpris par les policiers, il a été appréhendé une fois de plus, replongeant pour la deuxième fois dans les profondeurs de l'emprisonnement. Et cette fois, la caution pour la libération conditionnelle était exorbitante, s'élevant à 950 000 $. Il lui semble impossible d'obtenir une telle somme après le gel de tous ses comptes. Pourtant, Stephen refuse d'accepter son sort. Il n'a pas l'intention de rester en prison. Moins de 2 mois après son arrestation, il a commencé à mettre en œuvre un plan d'évasion audacieux et peu conventionnel. Avec des nerfs d'acier, Stephen a saisi une opportunité à l'intérieur des murs de la prison et a composé le numéro du bureau des archives du comté de Harris, le comté même où il était emprisonné. La personne qui a répondu à son appel était une employée du bureau. Sans hésitation ni le moindre doute, il a prétendu être le juge Charles Ham, celui-là même qui avait présidé à son procès. Comme un maître manipulateur, Stephen a tissé une histoire d'intrigue, révélant un rebondissement choquant. Il lui a dit qu'il avait sous sa juridiction un détenu du nom de Stephen Russell et qu'ils avaient mené une séance d'appel clandestine qui avait abouti à un remarquable retournement de situation. La caution pour la libération conditionnelle, qui avait été fixée à la somme astronomique de 950 000 $, a été ramenée à 45 000 $. L'incrédulité initiale de l'employé de bureau commence à s'effondrer sous le poids de la certitude inébranlable de Stephen. Chaque mot qu'il prononce est empreint d'une importance mystificatrice, la laissant douter de son propre jugement. Pour sceller l'illusion, il a magistralement divulgué des détails complexes de l'affaire, brossant un portrait convaincant de l'énigmatique juge. En fin de compte, l'employé sans méfiance est allé de l'avant et a modifié la caution de Stephen pour sa libération conditionnelle, la faisant passer de 950 000 à 45 000 $. Stephen se trouve alors confronté à une course contre la montre pour se procurer rapidement les 45 000 $ restants, sachant que tout mouvement suspect pourrait attirer l'attention des autorités, d'où l'échec de son plan. Stephen a conçu un plan pour contacter une société de financement des prisonniers, même si leurs conditions ne s'appliquaient généralement pas à lui. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il a réussi à les convaincre de payer sa caution en contournant leur propre politique qui impose certaines conditions aux prisonniers qui demandent une caution. Les autorités du comté de Harris, au Texas, n'ont pas tardé à découvrir la ruse de Stephen. Il ne leur a pas fallu longtemps pour s'en apercevoir, 5 jours seulement après son évasion. Malheureusement pour Stephen, la police et les enquêteurs l'ont placé sous surveillance constante et ont écouté ses appels. Grâce à ces conversations interceptées, ils ont pu le localiser. Ils ont découvert qu'il s'était rendu en Floride et ont affiné leurs recherches jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il séjournait dans l'un des hôtels de bord de mer de West Palm Beach, en Floride. C'est là qu'ils l'ont pris au dépourvu et l'ont arrêté une nouvelle fois. À l'issue de son procès, il a été condamné à 40 ans de prison, à la fois pour le détournement de fonds et pour son évasion. En réalité, il aurait pu être condamné à une peine plus légère, mais il a immédiatement avoué sa culpabilité et accepté le jugement sans appel. Même le procureur a été surpris par cette acceptation rapide, car la peine était assez sévère. Bien entendu, Stephen n'avait pas l'intention de purger l'intégralité de sa peine. Avant même le début du procès, il savait qu'il s'échapperait à nouveau, quelles que soient les circonstances. Cependant, cette fois-ci, il n'a pas été renvoyé à la prison du comté de Harris. Ils l'ont transféré dans une prison de haute sécurité au Texas. Les autorités et les responsables de la prison ont été prévenus de la ruse de Stephen et de ses tentatives potentielles de les tromper une fois de plus. Ils ont dû monter la garde, mais l'impénétrabilité supposée de la prison et la sécurité renforcée leur ont fait croire que tout était sous contrôle et qu'il serait impossible qu'il s'échappe à nouveau.
De l'autre côté, Stephen était assis, contemplant, observant et élaborant son nouveau plan. Les graines de sa nouvelle idée commencèrent à germer lorsqu'il remarqua la présence d'une aile médicale dans la prison. Tous les médecins et infirmières de cette aile portaient des blouses vertes et bleues, qui ne ressemblaient en rien aux gardiens de prison, à l'exception de la couleur. Stephen réfléchit à la manière dont il pourrait transformer ses propres vêtements dans la même nuance de vert. Une fois la tâche laborieuse achevée, il décida de mettre son plan à exécution dans la matinée du vendredi 13 décembre 1996. Il a d'abord enfilé les vêtements verts fraîchement teints, puis l'uniforme blanc de la prison. Il a ensuite pris son petit déjeuner à 4 heures du matin. Après le petit déjeuner, il a trouvé un endroit isolé dans la prison, s'est débarrassé de l'uniforme blanc de la prison et n'a plus porté que des vêtements verts ressemblant beaucoup à ceux des professionnels de la santé. Comme lors de sa précédente évasion, il s'est dirigé avec assurance vers la zone des gardiens. Stephen avait observé cette zone depuis longtemps et avait remarqué que chaque jour, la gardienne passait la matinée à parler au téléphone sans prêter attention à ce qui l'entourait. Avec une confiance inébranlable, il s'est approché de la gardienne, l'a saluée derrière la vitre et l'a subtilement convaincue d'appuyer sur le bouton et de lui ouvrir la porte de la prison. Et Stephen est redevenu un homme libre. Cependant, il savait aussi qu'il devait quitter les environs rapidement avant que son évasion ne soit découverte. Il a donc décidé d'approcher quelqu'un et de le persuader de le prendre en stop, afin de s'éloigner le plus rapidement possible des lieux. Il frappe à la porte de l'une des maisons situées le long de la route et rencontre le propriétaire. Stephen prétend être un médecin qui travaille à la prison. Il a expliqué au propriétaire qu'il avait consommé trop d'alcool, qu'il avait eu un accident de voiture et qu'il ne voulait pas que les autorités pénitentiaires l'apprennent. Il a demandé à être raccompagné avec l'intention de rentrer chez lui. L'homme accepte de le raccompagner et Stephen atteint la ville voisine, où il haile immédiatement un taxi. Il informe le chauffeur de taxi qu'il est chirurgien au Texas Medical Center de Houston et qu'il a été appelé pour une urgence et qu'il a désespérément besoin d'y être emmené à toute vitesse. Une fois arrivé au centre médical, Stephen a dit au chauffeur de taxi d'attendre qu'il lui apporte l'argent dans son casier de l'hôpital pour le payer. Mais Stephen est parti et n'est jamais revenu. C'est ainsi que Stephen a réussi sa 3e évasion, laissant les autorités stupéfaites une fois de plus. Déterminées à le traduire en justice, elles ont décidé d'envoyer un agent spécial à ses trousses. Cet agent s'appelait Terry Capps. Terry est le chef de l'unité des opérations spéciales au sein de l'administration. Le fait que Stephen se soit échappé pour la 3e fois de leur centre de haute sécurité était une véritable insulte pour eux. Terry était déterminé à rétablir la réputation de son organisation et à appréhender Stephen une nouvelle fois. Il ne connaissait que trop bien les compétences de Stephen en matière de tromperie et de fraude, et il était clair que sa capture ne serait pas une tâche facile. Terry a formé un groupe de travail spécialisé qui s'est concentré sur Stephen. Leurs premières recherches les conduisent à la ville de Huntsville, près de la prison et de ses environs. Cependant, Stephen n'était pas dans les parages. Comme indiqué précédemment, il a pris un taxi et s'est rendu à Houston, quittant finalement tout l'État du Texas pour s'installer dans le Mississippi. Plus précisément, il s'est rendu dans la ville de Biloxi, qui lui offrait la possibilité de jouer et de gagner de l'argent. Terry et son équipe travaillent sans relâche pour le retrouver. Ils ont réussi à identifier un individu qui avait été en contact avec Stephen ces derniers jours et ont finalement révélé qu'il se trouvait à Biloxi, dans le Mississippi. Terry contacte immédiatement le marshal ou le shérif de la ville et leur envoie des photos de Stephen. Étonnamment, l'arrestation de Stephen n'a pas tardé. Le marshal lui-même est tombé par hasard sur lui dans la rue, le reconnaissant grâce à la photo que Terry lui avait envoyée. Imaginez tous les endroits de la ville et toutes les personnes qu'il aurait pu rencontrer. Il s'est retrouvé face à face avec le marshal qui tenait sa photo. Néanmoins,
Pour la troisième fois, il a été appréhendé et renvoyé au département de la justice pénale du Texas, où il a de nouveau purgé sa peine. Cette fois, ils ont ajouté 5 années supplémentaires à sa peine, la portant à 45 ans au total, sans possibilité de libération conditionnelle. Il ne pourra bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après un minimum de 11 ans. Bien sûr, Stephen savait pertinemment qu'il était impossible de s'installer tant qu'il n'aurait pas trouvé un nouveau moyen de s'évader. Mais cette fois-ci, la surveillance exercée sur lui serait intense, ce qui rendrait la chose presque impossible. Cependant, cette fois-ci, Stephen a conçu un plan d'évasion fou dans tous les sens du terme. Ce plan nécessiterait non seulement de la confiance, mais aussi d'immenses efforts. Stephen a élaboré ce plan après avoir fait des recherches sur les conditions de la libération conditionnelle et découvert une faille potentielle. Cette faille, il l'a trouvée dans un système spécial qui accordait la libération conditionnelle aux détenus souffrant de maladies chroniques et graves. Alors il a décidé de les tromper et de leur faire croire qu'il était infecté par le AIDS. Bien sûr, il s'agit d'une tâche extrêmement difficile qui nécessitera beaucoup d'efforts, contrairement à tout ce qu'il a fait auparavant. La première étape consiste à s'affamer pendant plusieurs mois. Ensuite, il doit se forcer à vomir en simulant de nombreux symptômes. Il a également dû se procurer des dossiers médicaux. Il a réussi à soudoyer un membre du personnel pour qu'il fabrique ces dossiers, faisant croire qu'il était atteint du sida. Les symptômes du sida lui étaient désormais visibles, et les dossiers médicaux indiquaient également qu'il était atteint de la maladie. Il a fait semblant d'être alité et malade pendant 8 mois. Pendant cette période, aucun des médecins de la prison n'a pensé à procéder à un nouvel examen. Ils ont été convaincus par le dossier médical et le diagnostic initial. Le but ultime de Stephen était de les convaincre qu'il était au bord de la mort afin qu'ils lui accordent une libération conditionnelle et le transfèrent dans un établissement de soins extérieurs. L'étape suivante a été la plus difficile et la plus dangereuse de toute l'opération. Il doit se plonger dans le coma pour les convaincre que la maladie a atteint son stade terminal et qu'il est en train de mourir. Stephen a rassemblé les médicaments sédatifs qu'ils lui ont administrés pendant plusieurs jours. Puis il a pris une surdose de ces médicaments jusqu'à ce qu'il perde conscience et tombe dans le coma pendant 4 jours. Après toutes ces souffrances, les médecins de la prison étaient convaincus que Stephen n'avait plus que quelques semaines à vivre. Ils accèdent à sa demande de libération conditionnelle et l'envoient dans un centre de soins situé dans la ville de Kennedy, dans le même État du Texas. Mais cette fois, Stephen a décidé de faire un tour de passe-passe pour échapper définitivement à leur poursuite. Il a décidé de simuler sa propre mort. Il a contacté les autorités pénitentiaires ainsi que les responsables du centre de soins en se faisant passer pour un médecin nommé Adam Ruiz. Il se dit spécialiste du sida et affirme disposer d'un traitement expérimental contre la maladie. Il voulait savoir s'il y avait des détenus infectés qui se prêtaient à l'expérience du traitement. Stephen était le choix parfait pour l'expérience. Avec l'accord de la prison et du centre de soins, Stephen a mis au point un plan pour se livrer aux médecins. Il pensait que quelqu'un de sa famille ou de ses proches le ramènerait chez lui après sa sortie du centre de soins. Par ruse, Stephen a réussi à falsifier son propre certificat de décès, en le signant du nom du docteur Adam Ruiz, celui-là même qui avait usurpé son identité. Il a envoyé des copies du faux certificat au centre de soins, à la prison et aux responsables de la libération conditionnelle. De cette manière, personne ne le chercherait. Stephen réussit à s'évader de prison pour la 4e fois, d'une manière à la fois parfaite et inédite. Enfin, il était libre et personne ne le cherchait. Au bout de quelques semaines, il a retrouvé sa vigueur et sa force. Mais contre toute attente, il a repris ses vieilles habitudes de tromperie et de manipulation. Cette fois, il s'agissait de falsifier la carte d'identité d'un avocat. Malheureusement, il a de nouveau choisi d'utiliser son intelligence exceptionnelle à mauvais escient. Il est entré dans une imprimerie
et a demandé au propriétaire de créer une carte ressemblant à celle des avocats. Le propriétaire se méfie, mais l'aide tout de même en lui fournissant la carte demandée. Lorsque Stephen a pris la carte et est parti, le propriétaire de l'imprimerie a senti que quelque chose n'allait pas. Il a donc décidé de contacter l'officier de Houston et de l'informer de ce qui s'était passé. Il a également envoyé aux autorités une copie de la carte qu'il avait fabriquée pour Stephen. Lorsque l'officier a vu la photo, il a eu un fort sentiment de ressemblance avec le fugitif, Stephen. Il a immédiatement contacté Terry. Terry a été surpris d'apprendre la nouvelle. Il croyait que Stephen purgeait encore sa peine de 45 ans de prison. Il a rapidement contacté la prison, qui l'a informé que le sida avait été diagnostiqué chez Stephen il y a 1 an et que son état s'était aggravé, ce qui avait conduit à sa libération conditionnelle. Finalement, Stephen est décédé à l'extérieur de la prison après avoir souffert de la maladie. Terry n'arrive pas à croire que Stephen a encore réussi à s'échapper. Il a immédiatement constitué une nouvelle équipe pour retrouver Stephen et l'appréhender. Quelques semaines après avoir simulé sa mort, Stephen s'est rendu dans une banque de Dallas, se faisant passer pour un millionnaire et tentant d'obtenir un prêt de 75 000 $. Cependant, le vice-président de la banque se méfie de son histoire et lui demande d'attendre pendant qu'il va à l'intérieur pour contacter le FBI et le dénoncer. Sentant que quelque chose de grave allait se produire, Stephen a décidé de détourner leur attention et a feint une attaque, appelant une ambulance et quittant rapidement les lieux. Cependant, une fois le rapport établi, il a été placé sous surveillance dans une chambre d'hôpital jusqu'à ce que le FBI arrive pour enquêter sur son cas. Mais une fois de plus, Stephen a usé de sa ruse et de sa confiance en lui. Depuis son lit d'hôpital, il a appelé l'administration de l'hôpital, se faisant passer pour un agent du FBI, et l'a informé qu'il était libéré, affirmant que l'enquête était terminée et qu'il n'était plus soupçonné. Au bout d'un certain temps, l'administration de l'hôpital a informé le FBI qu'elle avait reçu un appel du FBI lui demandant de libérer Stephen. Les agents du FBI sont surpris, car ils n'ont jamais reçu un tel appel. Tout ce qui restait des affaires de Stephen était son permis de conduire avec sa photo, confirmant qu'il se trouvait à Dallas. Immédiatement, Terry et son équipe se sont mobilisés dans la ville et ont commencé à le rechercher dans les hôtels locaux. Ils ont découvert qu'il avait séjourné dans plusieurs hôtels et qu'il se déplaçait constamment d'un hôtel à l'autre. Au cours de leur enquête, Terry et son équipe interrogent diverses sources jusqu'à ce qu'ils parviennent à une compagnie d'assurance. Il semble que Stephen ait été en contact avec eux et qu'il ait eu l'intention de les tromper en leur envoyant de faux documents par fax. Cette information leur a permis d'affiner les recherches en traçant le numéro de fax, révélant que Stephen se trouvait dans un quartier précis de la ville. Terry a demandé l'aide de la police locale pour faciliter les recherches et a tendu une embuscade à Stephen pendant qu'il utilisait le télécopieur. Terry savait que Stephen l'utiliserait probablement à nouveau pour envoyer des documents supplémentaires à la compagnie d'assurance, dans l'intention de la tromper une fois de plus. Il s'attendait à ce que Stephen utilise le même télécopieur, mais le plan a pris une tournure inattendue lorsque 2 détectives ont soudainement trouvé Stephen en train de marcher dans la rue juste avant qu'il ne puisse exécuter l'embuscade. Ils l'ont rapidement appréhendé, laissant Stephen une fois de plus en garde à vue. Pour la 4e fois, et après l'embarras considérable qu'il a causé aux autorités texanes, celles-ci ont décidé de faire de lui un exemple et de le condamner à de lourdes peines. Tout d'abord, il est condamné à 144 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Il a ensuite été placé dans l'unité de haute sécurité, généralement réservée aux tueurs et aux criminels les plus dangereux, bien que les crimes de Stephen n'aient pas été violents. Dans cette unité, les prisonniers passent 23 heures par jour à l'isolement, avec seulement 1 heure pour l'exercice et l'hygiène personnelle, le tout sous stricte surveillance. Aujourd'hui encore, Stephen reste dans l'unité de haute sécurité où il purge sa peine depuis 1998. Nous voici arrivés à la fin de notre histoire. J'espère que vous avez apprécié cette histoire.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. Cliquez également sur l'icône de la cloche pour recevoir des notifications pour les nouvelles vidéos.